vais peut-être. Ouais. Oui, donc on va évoquer un peu l'exposition Les Quatre Piliers du Ciel au Musée des Beaux-Arts de Besançon. Mais avant, je voulais parler aussi un peu de l'art contemporain. Je vais citer William S. Burroughs. Je ne sais pas dans quel livre j'ai tiré cette citation. Il dit « Que mange la machine Afrique? Elle mange la jeunesse, la spontanéité, la vie, la beauté, et surtout elle mange la créativité. Elle mange la qualité et chie la quantité. » Et c'est exactement vrai dans l'art contemporain qu'on voit aussi aujourd'hui. Et donc, je voulais parler un peu de cette situation d'art contemporain en France, et puis après on viendra à mon expo. Antonin Artaud, en 1936, dans les Messages révolutionnaires, disait la chose suivante. Mais avant de réduire les intellectuels à la famine, avant de briser les élites, entre guillemets, qui font la gloire d'une société et surtout la font durer, la société devrait au moins tenter un effort pour se rapprocher de ces élites. C'est-à-dire pour les comprendre. Un homme imminent à qui je me plaignais de la triste situation où sont tombés les artistes en France m'a répondu « Que voulez-vous ? Dans notre monde, les artistes sont faits pour mourir sur un tas de paille, quand ce n'est pas la paille d'un cachot. » Bon, ça c'est... Bon, c'était au temps de Van Gogh, hein. Mais quand même, ça se passe encore aujourd'hui. L'artiste est assez peu respecté dans les sociétés françaises. Je pense moins que dans d'autres pays européens. Il y a moins de 1% des artistes français qui peuvent vivre de leur travail, alors qu'en Allemagne, c'est environ 5%. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même 5 fois plus. Et donc, voilà, je voulais en parler parce qu'en ce moment, donc, j'ai cette grosse exposition au Musée des Beaux-Arts de Besançon avec 72 peintures qui fait 80 mètres carrés dans les 2 escaliers du musée. Et c'est installé depuis 4 ans. Et malheureusement, j'ai eu quelques articles de presse écrits par des amis, mais pas d'autres retours, si tu veux, tu vois. Dicen todo cuando me ven pasar. Me voy pa' bailar. El bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todo cuando me ven pasar. Me voy pa' bailar. El bayón. Dicen todo cuando me ven pasar. Me voy pa' bailar. El bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todo cuando me ven pasar. On a été la voir ensemble, hein, cette exposition, on a été la voir ensemble et quand on l'a parcouru, quand on a pris différents points de vue comme ça, dans l'escalier, sur le palier. Moi, il y a quelque chose qui m'a apparu d'un point de vue finalement qui était un point de vue où à la fois on voyait ton travail, à la fois on voyait un premier tableau de la salle suivante, et puis on avait traversé une autre salle avant d'arriver, et que dans le tableau qu'on apercevait, qui était un tableau, un portrait de nu, en tout cas une peinture de nu me semble-t-il, que dans la salle qu'on avait traversée, qui était finalement une salle, tu me l'as souligné d'ailleurs, hein, qui était une salle qui représentait les modes de représentation d'un musée il y a quelques années, 18e, voilà. Et on s'est retrouvé d'un seul coup, moi je trouve, dans une sorte de confrontation comme ça, un peu dure, entre ce paradigme de la représentation qui était là,
Donc, grosso modo, on peut identifier quelque chose qui est ce qui est représenté, celui qui le représente, et le spectateur qui est là, quoi. C'est au moins les trois, non pas les 4 piliers pour le coup, mais les trois piliers effectivement de ce modèle de la représentation. Et je me disais finalement, la peinture de Jean-Pierre Sergent, elle échappe à ça. Elle n'est pas représentation, ce qui fait peut-être sa difficulté, à vrai dire. À être vu. Oui. Et qu'est-ce que Parce que bon, dans une peinture de nu, donc on a un être humain qui est figuré, voilà, bien ou mal, voilà, etc. Mais on a une prise dans le tableau pour rentrer. C'est un être humain, donc un point de fuite. On peut jouer de ça, effectivement. Voilà. C'est un point de fuite, on peut jouer de ça. Et je crois que c'est une des grandes différences par rapport à ton travail. Hein. Bien sûr, oui. Mais je vais revenir là-dessus, justement, parce que historiquement, la peinture européenne, j'ai pris pour exemple une peinture de Maurice Denis, où elle doit être là, parce que c'est une peinture qui décrit exactement ce qu'est plus ou moins la peinture européenne depuis environ 400 ans, disons. C'est-à-dire, bon, dans ce tableau-là, on voit une peinture de Cézanne. Donc, ce sont tous des hommes habillés en noir, avec des hautes formes et des chapeaux, très austères. Et il n'y a qu'une seule femme, qui est la femme de l'artiste Maurice Denis, qui est là. Et donc, la femme, dans les peintures, est soit à l'extérieur complet du tableau, soit au sujet nu, bon, pour faire bander les hommes, entre guillemets, pour les exciter un peu. Et cette peinture, avec cette perspective sur le tableau de Cézanne, qui dit l'importance de l'art, entre guillemets, c'est pas que je veuille critiquer le travail de Cézanne, mais c'est tout ce dont les artistes américains ont voulu échapper. Se déprendre. Voilà. Complètement. Parce que Roscoe était allé à Pompéi, il a vu la Villa des Mystères et tout, il a vu que c'était une peinture façade qu'il appelait, quelque part. Ça, c'est une peinture fenêtre. Et moi, je veux échapper à ça. J'ai écrit tout un texte là-dessus, je voulais vraiment échapper à la fenêtre, parce que finalement, c'est une vision narrow-minded, c'est une vision étriquée de l'esprit. C'est une vision de l'esprit. C'est pas une vision de la... c'est pas une vision de l'être humain. On ne pense pas en fenêtre. C'est une vision architecturale. Les Indiens vivent dans des tipis, ils ne mettraient pas une peinture comme ça dans leur tipi. Leurs tipis sont peints tout autour, si tu veux. C'est une peinture avec les 4 directions. Donc ma peinture est également dans les 4 directions. Et moi, je veux échapper un peu à ça. Et donc, dans le même style, on a bien sûr les Ménines de Velázquez. Oui, bien sûr. Hein? Donc là, le spectateur rentre, il voit la petite enfante, après il va là, il regarde celle-là, après... Et le peintre est tout à la fin avec son ego au trou du cul. C'est lui qui a peint ça. C'est moi j'ai peint les Ménines, et je vous emmerde. Et puis il y a le modèle. Ouais. Voilà. Bon. Oui. Et on retrouve un peu ça chez Picasso. Pareil, on rentre dans le tableau avec le regard... on rentre là, et puis après on va là, après on va là. Mais c'est une œuvre magnifique, j'adore cette œuvre, bien sûr, parce qu'elle a une force un peu, entre guillemets, primitive, si tu veux. Mais elle fonctionne exactement comme ça, parce que le spectateur peut rentrer. Peut rentrer. Comme tu l'as dit, mais le spectateur ne peut pas rentrer dans le travail. Ouais. Oui. Enfin, sur l'action de la peinture tableau, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais il y a un Américain, Michael Fried, qui a écrit plusieurs livres autour de Courbet, dont l'un sur Courbet en particulier, ou 2 peut-être sur Courbet en particulier, Oui. et qui défend la thèse, et ça je trouve ça intéressant, il défend la thèse que Courbet, dans différents de ses tableaux, pas tous forcément, en quelque sorte entend dépasser le cadre du tableau. Ah oui, voilà. Et, c'est vrai, oui. Et entre autres, en posant l'hypothèse, tout ça se faisant en même temps qu'un débat sur le théâtre, voilà. Posant l'hypothèse que les personnages de dos, le tableau de Courbet, sont en fait à la fois quelque chose qui incorpore le spectateur, à la fois des figurations de Courbet. Ce qui veut dire que toi, on a une sorte de jeu comme ça entre l'intérieur, l'extérieur, et on rentre dans quelque chose qui pourrait être pensé comme de la 3D quasiment, et non plus effectivement comme une dimension plane, comme ça, plate du tableau.
Donc il y a ça qui est là, il y a ça qui est là. Et cette question finalement de la clôture du tableau, ou de la clôture de la toile, je me disais quelque part, on retombe sur la question des tambours chamaniques. Hein. Ouais. C'est-à-dire, ou bien on les considère comme, si on les prend comme des figurations d'un panthéon d'êtres ou d'objets, on en fait une sorte d'espace clos quand même. Clos. Si on les prend comme une boussole, hein, c'est-à-dire qu'on les incorpore grosso modo à sa façon de vivre, en tout cas aux expériences que l'on peut avoir. L'espace géographique. Là, c'est les chamans, voilà, mais ça peut être pensé autrement. On les incorpore à ça, en quelque sorte. Et ça devient non pas quelque chose qui est de l'ordre d'une mise à distance, comme un spectacle en quelque sorte, mais ça devient quelque chose qui t'accompagne dans tes expériences de vie. Oui, c'est un point d'entrée. C'est un point d'entrée et c'est un point d'accompagnement. Ça peut faire provision, quoi, en quelque sorte, de tes parcours de vie. Et du coup, je me demandais, finalement, en filant la comparaison, je me demandais si on ne pouvait pas se dire que par rapport à ton travail, on est un peu dans le même registre. Hein. Si on considère, alors peut-être que j'ai tort, hein, mais ça tu peux me le dire sans problème. Non. Si on considère grosso modo, effectivement, ton travail, en tout cas une partie de ton travail, c'est une forme de cristallisation du temps qui vient cristalliser des expériences temporelles, personnelles, collectives, hein, en tout cas comme tu les vois, c'est quelque chose qui peut accompagner. Tout à fait, oui, c'est vrai. On ne regarde pas forcément comme un spectacle, mais qu'on peut embarquer dans son parcours. Oui. D'ailleurs, aussi la dimension murale. Le corps peut être embarqué. Ça, c'est très important pour moi. Le corps doit être embarqué, oui, c'est vrai. Et que j'aimerais que les spectateurs rentrent dans le tableau corporellement. C'est un peu l'expérience que j'ai eue avec la tombe Néfertari en Égypte. Là, j'ai vraiment été embarqué dans un autre monde. Et cet autre monde était fait pour les morts. Et donc, bon, moi, je serai pour les vivants, j'espère. Mais c'est vrai que c'est cool. Oui, c'est embarquer le spectateur dans des ailleurs que j'ai eu la chance de vivre, de faire l'expérience. Ce qui est aussi sans doute une façon de repeupler le rapport à l'art, en quelque sorte. Cette idée, effectivement, que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du miroir, du spectacle, mais quelque chose qu'on embarque effectivement dans ces façons de vivre, de penser. Enfin, on est plus dans le modèle de Gilles Deleuze, de l'agencement, tu vois, dire qu'on produit des agencements, dire qu'on ne produit pas du spectacle ou des représentations. Voilà. On fait les agencements, quoi. Oui. On n'est pas... on est dans des embriquements, tout à fait, spatio-temporels. Voilà. On n'est pas du tout dans la société du spectacle, alors que l'art contemporain est 100% dans la société du spectacle. C'est pour ça qu'il y a un hiatus entre mon travail et... Alors du coup, est-ce qu'il ne faut pas rompre avec les expositions dans les musées, qui sont une sorte d'aboutissement, alors pas tous, pas au point où je vais le dire, mais je tords le bâton, des temples du spectacle. Hein. Oui, mais si tu ne montres pas ton travail, le travail n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a d'autres lieux? Ben non. Non, il n'y a pas d'autres lieux. Moi, mon travail, je ne peux pas le montrer dehors, c'est fragile, le plexiglas, c'est fragile. Non, pour moi, il n'y a pas d'autres lieux. Et malheureusement, non. Nous sommes obligés de passer par les galeries ou par les musées. Et c'est pas un mal. L'exposition a eu le mérite d'exister. On a fait la vidéo en 4D que je t'ai envoyée, qui est vraiment superbe. Bon, il en restera des traces. Après, bon... il y a un catalogue. Il y a un catalogue, voilà. Oui. Avec des beaux textes. Oui, c'est pas une expérience négative. J'en suis un peu déçu, mais je pense que c'est le souci de tous les artistes qui ont été vivants à une époque. C'est le souci de Van Gogh. Je t'avais dit, il y a l'anecdote qu'un mec avait mis une toile de Van Gogh pour boucher son poulailler. Donc voilà, c'est ça. Eux, ils ont mis mes peintures pour décorer les escaliers du musée. Bon, ouais, ils ont fait quand même le catalogue, je ne dis pas. Et moi, j'ai fait des entretiens avec des amis, avec Thierry Savatier. J'ai donné une conférence sur Eros Unlimited. Et donc, c'est pas perdu, mais ça aurait pu avoir plus d'ampleur, si tu veux. Bon, c'est une œuvre qui a de l'ampleur pour faire l'artiste. Voilà. Ok, Lionel. On est à combien là? 14h43. Bon, ben coupe.